conseil. Elle est conseillère conjugale et elle va vous expliquer aussi en quelques mots quelle est cette approche. Et puis donc nous allons pouvoir nous enrichir de son angle de vue également sur le couple. Et on vous a distribué, juste au terme donc de son enseignement, eh bien nous terminerons par cette grâce de renouvellement donc, du sacrement de mariage avec mes frères prêtres qui je l'espère, arriveront. Parce que tout seul, ce sera pas difficile. Voilà. Donc à 4h30 à peu près. Eh bien, on peut se lever et on va prier pour. Je regarde comment elle s'appelle. Très bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, Vierge Marie, nous te confions toute cet après-midi. Toi qui t'es rendue pleinement docile au Saint-Esprit, nous te demandons d'intercéder maintenant pour ta servante Aurore, ici présente, pour qu'elle puisse être remplie de l'Esprit Saint, qu'elle puisse dire tout ce que le Saint-Esprit voudrait nous communiquer, ni plus ni moins. Que le Seigneur vous bénisse, Aurore. Amen. Amen. Me voilà beaucoup plus tranquille maintenant. En effet, j'étais un petit peu intimidée d'être dans une église, et puis je disais à Arnaud en me promenant 2 minutes que finalement, moi je suis venue en consommatrice pendant des années, toujours d'ailleurs, avec grande joie, et pour la première fois on me demande d'être devant vous, donc je suis forcément un petit peu déstabilisée, mais ça devrait aller. Alors je ne suis pas philosophe comme certains ici, comme beaucoup. Je ne suis pas non plus médecin, puisqu'on a beaucoup parlé de guérison. Mais pour autant, j'ai un métier qui est au cœur de la souffrance des couples et de la relation conjugale. En fait, je suis donc conseillère conjugale et familiale, puisque c'est ça le terme approprié. Donc je dépends du ministère de la Santé. Mais en fait, on ne donne pas de conseils. Mais je vais quand même vous expliquer la différence avec aussi un psychologue. Parce que souvent les gens se disent quand on va chez un conseiller conjugal, c'est parce qu'on a un problème psychologique. Pas du tout. En fait, moi j'envisage plutôt ce métier sous l'ordre de la rencontre. C'est pour ça que quand on parle de la relation, telle que nous l'a présenté ce matin le Père Jacob notamment, il y a vraiment beaucoup de correspondances que vous allez pouvoir faire dans ce que je vais vous dire. Ce qu'il y a, c'est que lui accompagne les gens vraiment dans la maladie, dans une détresse très concrète. Et moi aussi, j'ai envie de dire, mais il y a forcément de la psychologie qui s'en mêle. La différence entre le psychologue et le conseiller conjugal, c'est ça, c'est que le psychologue, il va chercher plutôt pourquoi. Qu'est-ce qui fait que la personne est en souffrance? Moi, je vais plutôt chercher comment. Comment on en est arrivé là dans la relation et comment on va en sortir. Donc il y a quelque chose d'assez concret qui généralement parle pas mal à ces messieurs. Ils disent que c'est un petit peu moins des trucs dans la tête que d'autres. Mais pour autant, je ne vous cache pas qu'il y a des portes de psychologie qu'on ouvre parce que par la force des choses, quand on parle à 2 personnes qui ont des soucis pour se parler en profondeur, pour traverser une épreuve, etc., on ouvre inévitablement des portes sur ce qu'elles sont, sur leur enfance, comme disait Père Yann de Munich, etc. Alors, mon focus aujourd'hui, je le fais sur la conjugalité. C'est ma fenêtre de tir, c'est ce que j'aime particulièrement, mais je suis habilitée à recevoir tout problème relationnel. C'est-à-dire que j'ai des amis qui reçoivent, qui s'occupent par exemple de relations affectives et sexuelles dans les écoles, dans les établissements scolaires. Vous voyez, tous ces trucs-là, c'est fait par les conseillers conjugaux. Les entretiens pré-IVG dans les hôpitaux, les fameux pour lesquels on s'est battu pour qu'ils continuent à exister. Ils sont proposés, ils ne sont plus imposés, mais ce sont les conseillers conjugaux qui font ça. J'ai des amis qui travaillent en institution, il y a des hommes aussi, conseillers conjugaux évidemment. Et voilà, moi, mon cœur de cible étant la conjugalité, je reçois les gens en entretien 3 jours par semaine, et puis de temps en temps, je donne des petits ateliers, j'anime des groupes de parole, etc. Mais je dis que je fais un focus aujourd'hui là-dessus parce que je pourrais très bien recevoir, ça m'arrive dans mon bureau, une belle-mère et sa belle-fille,
deux frères qui ne s'entendent pas. Ça m'est arrivé de faire une ou deux petites thérapies familiales, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, on va revenir au couple que nous sommes tous. Donc ma légitimité pour vous parler, c'est un petit peu mon métier. Et puis c'est aussi comme vous tous que je suis mariée depuis 25 ans, en l'occurrence avec Arnaud, et que comme vous tous, par moments, on a traversé de la souffrance qui s'invite alors même que nous nous aimons. Peut-être parce que nous nous aimons, justement. Mais quelle antinomie de se dire, vous voyez le libellé de mon topo, souffrance dans la relation conjugale. Quel paradoxe. Quand on se marie, évidemment, on se marie pour être heureux. À aucun moment, nous on a un fils qui a l'air de tout d'un coup penser à quelque chose. À aucun moment, je suis sûre qu'il pourrait être malheureux. Et vous et moi, on sait que ça peut pourtant arriver et que dans un couple, on peut parfois se sentir très seul, notamment, alors qu'on est deux. Alors, pour que les choses soient très concrètes, elles vont l'être, vous allez voir. Je ne devrais pas partir dans des hauteurs, j'en suis pas capable. Mais je vais vous donner des exemples à chaque fois de phrases que j'entends dans ma pratique, dans mon bureau, pour que vous vous rendiez compte qu'un conseiller conjugal, il s'occupe tout bêtement de la vie. Et pour finir avec ce long préambule, je voudrais vous dire que moi, quand les gens viennent, ils me disent « Oui, mais alors madame, on va faire une thérapie, ça va durer combien de temps ?» Et je ne suis pas très à l'aise, moi, avec le mot thérapie. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Je dis non, on va se rencontrer le nombre de séances qu'il faudra pour vous, parce qu'on va ajuster ça à qui vous êtes, vous, mais vous n'êtes pas malade. Pour moi, vous n'êtes pas malade, vous rencontrez des difficultés, comme je peux en rencontrer avec mon mari, comme tout un chacun dans une vie peut en rencontrer. Il y a des étapes de vie dans la vie d'un couple, et il y a des tournants qui ne sont pas faciles à prendre. Voilà. Autrefois, ils mouraient tous à 40 ans, c'était peut-être plus simple, mais aujourd'hui, quand on sait qu'on a des longues vies à vivre ensemble, il y a des étapes à traverser. Alors, quelques phrases entendues dans mon bureau depuis quelques années. Madame, on vient vous voir parce qu'on s'aime, mais on se dispute. Nous ne nous comprenons pas, tout est source de conflit. Nous ne savons pas nous parler sans violence. Ça, je m'en souviendrai longtemps, c'est un jeune couple d'une 30aine d'années. Ils avaient tout pour eux et ils sont arrivés. Et lui m'a dit, je tape sur ma femme, je ne sais pas m'arrêter. Or, j'aime ma femme. Qu'est-ce que je fais, madame? Moi, dans ma formation, on m'avait appris à gérer des bourreaux et des victimes. J'avais pas prévu qu'un bourreau viendrait en me disant, et comment je fais pour m'en sortir? Donc, vous voyez? Elle dit qu'elle m'aime, mais je ne peux pas la toucher. C'est pourtant une dimension importante du mariage, madame, vous êtes d'accord? Nous sommes célibats géo et rien ne va plus. Je vis seule avec les enfants. C'était une femme qui était très souvent seule. Depuis qu'elle est rentrée d'opération, je n'ai plus le même mari. Un monsieur qui me disait « Elle ne fait rien dans la maison. Je ne peux quand même pas tout assumer seule. » La maladie nous a séparés peu à peu. On ne parle plus que de ça à la maison et je n'ai pas de place pour dire ce que je ressens moi aussi. Il ne me regarde plus depuis des années, mais ne veut pas qu'on se quitte. Mais moi, j'en peux plus. Depuis la naissance du dernier, il n'y en a que pour les enfants. Je n'existe plus. Il y a beaucoup de pères de famille qui disent ça. Ma belle-mère a mis la zizanie dans notre mariage. Je ne sais plus avec qui je suis mariée. Il m'a trompée. Ça ne sert à rien de venir. Je sais pas ce qu'on fait là. De toute façon, je n'aurai plus jamais confiance. La vie à 100 à l'heure. Nous n'avons même plus le temps de nous aimer. Et enfin, mais tout ça, ce sont des exemples, hein. Elle passe ses journées à me reprocher mon insouciance, mais c'est tout ce qui l'avait attiré en moi il y a 20 ans. Et ça aussi, c'est un paradoxe. On est attiré souvent par quelqu'un parce qu'il est différent. Les neurosciences nous en apprennent beaucoup là-dessus aujourd'hui. Et cette différence, un jour, devient un obstacle majeur. Un homme qui était fasciné parce que sa femme était à l'aise, en société, rigolait, faisait du bruit, etc. C'est le même qui, 15 ans plus tard, lui dit « Mais tais-toi, enfin, tu me fais honte ». Et que faire de ça? Parce que forcément, on est très démunis, on se dit enfin, je comprends pas, c'est comme ça qu'il m'aimait, alors si je suis plus comme ça, qui suis-je? Et d'ailleurs, effectivement, si cette personne-là change, son mari n'y trouvera peut-être plus d'intérêt. Et avant de vraiment commencer, je vous dis juste une phrase que j'ai entendue au tout début de ma pratique. Et je peux vous dire que ce couple-là m'a édifiée pour toute la suite. Des gens qui étaient mariés depuis au moins 35 ans, qui sont arrivés, c'était le jour de leur anniversaire de mariage. Et la dame de me dire en passant la porte « Ah ben madame », avec un petit ton très primesautier en plus, «
Oh mais madame, nous venons vous voir parce que vous voyez, on se fait un cadeau en venant vous voir. Oh, alors je lui dis, mais attendez la fin de la séance pour en parler. Et elle me dit, non, non, je vous assure, parce que ça fait 35 ans que nous sommes mariés, nous avons 5 enfants, mais en fait, on se dit qu'il est plus que temps que nous nous rencontrions. Et ce monsieur et cette dame que j'ai suivis pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, ont été édifiants pour moi tout du long, en termes d'humilité et de courage. Et c'est ça ce que je vais souligner tout de suite pour commencer, c'est ce courage immense, probablement le Saint-Esprit, qui pousse les gens à prendre leur téléphone. Et cette humilité qui n'en finit pas, moi, de me pousser à l'émerveillement. C'est un privilège de faire ce métier, je vous assure. Alors, tout bêtement, j'ai voulu vous faire quelque chose de très simple en 2 parties. Je vais vous parler de ce qui fait souffrir les gens dans la relation conjugale. J'imagine que certains vont se reconnaître, d'autres pas, d'autres moins. Mais voilà, que vous vous rendiez compte un petit peu, parce qu'il y a parfois du très très lourd, du très très concret, des choses très très graves. Et puis de temps en temps, il y a aussi du mal plus insidieux et qui n'est pas moindre. Quelque chose qui paraît un peu anecdotique, mais qui cache parfois des choses importantes aussi. Et puis parfois, c'est quelque chose d'en effet anecdotique et en une séance, c'est réglé parce que les gens avaient besoin d'une clé pour se parler et voilà. Alors, je vais vous parler premièrement de ce qui fait souffrir et deuxièmement de ce qui aide. Parce que l'idée, c'est qu'on termine un peu dans l'espérance aussi, avant une surprise concoctée par le Père Yann Dominique. Ce qui fait souffrir. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens viennent me voir? Ou des gens comme moi? En fait, ils viennent à partir du moment où la souffrance n'est plus supportable. Il y a des gens qui tiennent pendant 20 ans avec un dialogue quasiment inexistant, comme 2 célibataires à la maison. Et puis un jour, il suffit d'une goutte d'eau, ils n'en peuvent plus. Et là, ils se disent, bon, ben, soit on se sépare, soit on fait quelque chose. Donc souvent, c'est plus possible. On vient vous voir parce que c'est plus possible. D'ailleurs, de temps en temps, ils n'ont même pas les mots pour le dire. Hein. La première séance, c'est vraiment une séance, généralement, on se rencontre et où je leur donne du vocabulaire pour me dire ce qu'ils éprouvent, certains. Là, j'ai fait deux toutes petites parties, vous allez voir, c'est pas long, mais il y a les problèmes qui sont exogènes au couple et des problèmes endogènes. Exogènes, je veux dire par là, qui viennent de l'extérieur. Donc, en fait, les accidents de la vie, tout bêtement, mais enfin, tout bêtement, quand on entend le témoignage de Bernard hier, on se dit que c'est loin d'être bête, mais des énormes écueils pour les couples. Le chômage, la maladie, le deuil d'un enfant, le deuil d'un parent qui est difficile à faire, d'un bon ami parfois, l'adultère, la dépression, je l'ai mise un peu en dehors de la maladie classique parce que c'est quand même un cas particulier, la stérilité, avoir un enfant difficile qui vient complètement déséquilibrer la fratrie, voilà. Et là on subit, on ne choisit pas sa vie, on ne fait que la subir. Dans ces cas-là, c'est très compliqué, mais ça vient de l'extérieur. Et ce qu'il y a, c'est que devant cet extérieur, comme on est 2 personnes différentes, on a une façon différente de percevoir l'événement. Et c'est pas facile de continuer à se parler, et voilà, on dit les épreuves renforcent, pas toujours. Ça peut séparer aussi. Et puis plus largement, dans ce qui est extérieur au couple, je mettrais le contexte. Ça fait 3 ans qu'il y a énormément de gens qui arrivent déprimés dans mon bureau en disant « mais vous comprenez, on n'en peut plus, on allume la télé, on nous parle de l'Ukraine, on se tourne vers quelqu'un, il n'a pas de boulot. » Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Donc le contexte politique, sanitaire, économique, etc., qui plombe de manière un peu insidieuse. Et puis ce qui est endogène, c'est là où ça va un peu plus nous intéresser. La prise de conscience pour les uns et les autres, vous allez voir, n'est pas toujours évidente. Donc je vais vous faire une petite listouille, pardonnez-moi, j'espère que ce ne sera pas fastidieux, mais de ce qui, de l'intérieur du couple, pose un problème et crée de la souffrance. Tout bêtement, dans un couple, il y a un homme et une femme. Rien que ça, ça crée de la souffrance. Ça crée beaucoup de joie aussi. Hein. Mais les différences hommes-femmes, qui sont réelles, physiologiques, et que vous connaissez tous, hein, par exemple, le cerveau, je vous disais, les neurosciences nous apprennent beaucoup de choses, mais la constitution d'un cerveau d'un homme est tellement différente si on fait une IRM de celui d'une femme qu'on comprend qu'ils aient du mal à se comprendre. Hein. Ce n'est pas les mêmes endroits qui sont les plus prégnants dans les deux. Et ça crée forcément des fonctionnements différents.
j'ai pas le temps de développer là, mais des fonctionnements différents et des besoins différents, ça on y reviendra. Alors attention aux clichés, quand on parle des différences hommes-femmes, on peut être très homme et être capable de passer l'aspirateur ou de changer une couche. On peut être très femme et être patron de multinationales. Hein. Ça, on parle de la différence entre les fonctions, paternelle, maternelle, masculine, féminine, et les rôles, qui, eux, sont interchangeables. Si bien que si vous vous dites « Ah oui, mais chez moi, c'est moi, madame, qui gagne plus d'argent que mon mari », ce n'est pas forcément un problème. Si ça n'est pas un problème pour vous deux, si ce n'est pas une souffrance pour vous deux, ce n'est pas forcément un problème. Alors vous voyez, là je me souviens de quelqu'un qui me disait « C'est incroyable, elle fait exprès, je lui explique un truc, elle ne comprend rien, alors qu'à mon meilleur ami, je dis la même chose le soir même, il comprend du premier coup. » Ben oui, évidemment, c'est un homme. Vous avez tous expérimenté le trajet pour aller à un dîner où tout le monde s'engueule dans la voiture parce que monsieur regarde les numéros des pancartes et que madame se souvient juste qu'il fallait tourner après la Maison Rose au bout de la rue. Parce que la façon d'envisager les choses n'est pas la même. Donc ça crée des crispations. Pour peu que la fatigue s'en mêle, c'est déterminant. Voilà. Donc il faut faire attention aux clichés. On dit toujours les hommes sont dans la solution, les femmes sont dans l'écoute. C'est pas si simple. Mais oui, il y a des différences hommes-femmes et je suis un dinosaure en mettant une frontière bien claire entre les deux quand je fais des interventions devant les jeunes notamment, qui eux auraient tendance à mettre des frontières très très floues. Et moi, tout dans ma pratique me montre à quel point on est complémentaires et à quel point c'est heureux. Là, en interligne, je suis en train de vous parler de la théologie du corps de Jean-Paul II, qui ne parle que de ça, hein, de cette complémentarité merveilleuse voulue par Dieu. Deuxième point, l'altérité. On est hommes et femmes, mais on est tout simplement autres. Mon conjoint est autre, il pense différemment, il a une histoire de vie différente. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué à accepter, que l'autre ne soit pas moi. Ce serait tellement plus simple. Et pourtant, moi, c'est ce qui m'inquiète. Si des gens arrivent comme frères et sœurs dans mon bureau, je suis très inquiète pour eux. Quand ils me disent « Ah, mais nous, c'est formidable, on vient pour autre chose, parce que nous, on s'engueule jamais ». Je préfère presque que ce soit je préfère, même c'est pas presque, qu'un couple vive du conflit. Ça veut dire que le couple est vivant, que les identités sont bien assises, que chacun ose dire qui il est. Et l'altérité, forcément, comme on est différent, ça crée des émotions différentes. Et à nouveau, des besoins différents. Hein. Après, il y a les caractères. Fichus caractères. Il y a des caractères doux, il y a des caractères colériques. Et pour autant que je sache, dans les 12 disciples, il y a tout ça. Il y a un Saint-Pierre qui monte au créneau et il y a un Saint-Jean qui a l'air doux. Donc ça n'empêche pas la relation. Mais en tout cas, ça peut la crisper parfois. Il y a ceux qui, quand il y a un conflit, rentrent dans le chou parce qu'ils ne s'endormiront pas tant qu'on n'aura pas craché les Valdas. Et il y a les autres qui changent de pièce parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'entrer dans le conflit, pour des raisons qui leur appartiennent. Je me souviens d'une femme qui me disait « Tu peux bien me donner des bouquets tous les soirs, mais tu ne me parles jamais. » Elle disait ça à son mari. « Ben oui, d'accord, tu me fais des cadeaux tout le temps, mais tu ne me parles pas. » Et il disait « Ben si, c'est une façon de te dire que je t'aime, que je te donne des bouquets. » Sauf qu'elle, son langage d'amour, les fameux langages d'amour, ben c'était pas ça le sien. Elle avait besoin de l'entendre avec des mots, lui dire « Je t'aime, tu es belle ce soir, je suis heureux de revenir dîner avec toi. » Donc le pauvre gars, il a ravalé ses bouquets, un peu déconfit. Ensuite, en problème endogène, toujours intérieur au couple, il y a l'histoire de chacun. Et là, c'est important, ce que je vais vous dire là. L'histoire de chacun, c'est ce que j'ai essayé de vous faire travailler un peu hier à travers les questions. C'est ce qu'on, nous, dans notre jargon, souvent on appelle la carte du monde. Je vous resserre la formule parce qu'elle est jolie. Chacun a sa propre carte du monde. Chacun aime de la manière dont il a appris à aimer. Et ça, c'est une phrase qu'on devrait écrire en poster géant dans sa cuisine. Chacun aime de la manière dont il a appris à aimer. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui a été mal aimé de savoir aimer du premier coup. Quelqu'un qui n'a pas vu ses parents s'aimer, c'est compliqué. Ainsi, tout ce qui s'est bien passé ou moins bien passé dans la construction de notre vie affective se rejoue dans le mariage. C'est un peu comme une pièce de théâtre, si vous voulez, le mariage, où pour la première fois depuis l'enfance et ma famille d'appartenance où j'ai appris à aimer, je suis invitée à ressentir des émotions et des affects très forts. J'aime quelqu'un, je l'ai dans mon cœur, je l'ai dans ma tête. Et du coup, il y a une espèce de pièce de théâtre qui se rejoue.
la pièce de théâtre où dans mon souvenir, inconscient tout ça, j'étais déjà en train d'aimer quelqu'un. Ça pouvait être maman, papa, mes frères, mes sœurs, les gens que j'ai aimés avant d'épouser mon conjoint. Et quand ça ne s'est pas bien passé dans l'enfance, les choses se rejouent avec notre conjoint, y compris quand ça s'est bien aimé. Mais enfin là, je parle un petit peu de manière générale parce que je sais que chez tout le monde, il y a un petit peu de ça. C'est ce que j'observe en tout cas. On rejoue indéfiniment une pièce de théâtre avec des gens qui s'aiment et on essaie désespérément de mettre une autre fin. Si la fin ne nous a pas convenu dans l'enfance, avec notre mari, on rejoue des scènes, ou avec notre femme, de manière à avoir une fin plus heureuse, qui nous convienne mieux. Et j'en profite pour dire que ce n'est pas du tout par hasard, du coup, que vous êtes tombé sur votre conjoint. Il était pile la bonne personne pour vous, que votre inconscient a trouvé pour rejouer cette pièce de théâtre. Vous voyez, pour que ce soit plus clair, j'ai cet exemple d'une dame qui me disait, devant son mari, elle me disait, de toute façon, quand il me parle, j'ai jamais l'impression que ça s'adresse à moi. J'ai l'impression qu'il parle à sa mère. Et de fait, on a pu comprendre ensuite, en travaillant avec ce monsieur, qu'il était très en colère contre sa mère. Et qu'il aimait beaucoup sa femme, il était très doux, très tendre avec elle, et que de temps en temps, dans certaines situations, ça découpillait, et qu'inconsciemment, il prenait sa femme pour sa mère. Et elle entendait des phrases qui ne lui étaient pas destinées à elle. C'est douloureux, parce que c'était incohérent pour elle. Quand ils ont compris ce fonctionnement, ça a été quand même beaucoup plus simple. Donc là, on est en train de parler de toutes les fameuses blessures d'enfance, qu'on a tous dans des proportions différentes, parce que grâce à Dieu, parmi vous, il y a sûrement des gens qui ont eu aussi des enfances très heureuses. Mais les blessures que sont l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation, on pourrait en citer plein d'autres, mais ce sont souvent les principales. De tout ce que je viens de vous dire là, de ces problèmes à l'intérieur du couple, découlent des fonctionnements. Les fonctionnements, ils vont être un peu primaires parfois, un peu basiques. Et là, je vais vous faire une toute petite liste des fonctionnements. Quand je me sens attaquée, qu'est-ce que je fais? Je me défends. Action, réaction, comme dans les choristes. Et du coup, ça fait des gens qui me disent, dès qu'ils commencent à me parler, j'entends le ton de sa voix qui m'agresse et j'écoute plus. Voilà. En fait, le ton, pas le contenu du message, le ton déjà bloque toute la communication. La dame n'écoutait plus rien. Et ça, moi j'ai envie de dire, je me reconnais aussi. Enfin, je veux dire, si je me sens agressée, immédiatement, je n'écoute plus. On passe en mode défense, action-réaction. C'est ce fameux « tu qui tue ». Quand on fait des reproches à son conjoint et qu'on lui dit « t'es comme ci, t'es comme ça », eh ben, il n'entend pas. Si on dit « je me sens blessé parce que j'ai eu l'impression que tu me disais ça », bon, on ne va pas faire cette phrase-là qui paraît un peu artificielle si facilement, mais en tout cas, de parler en « je ressens telle émotion et voilà ce que ça vient dire », c'est fondamental en communication non violente. Enfin là, on n'a pas le temps. Ensuite, dans les fonctionnements qui en découlent, il y a l'interprétation. L'interprétation systématique qui enferme l'autre. Je te connais par cœur, je suis mariée avec toi, Arnaud, depuis 25 ans. Et j'imagine tout ce qui se passe dans ta tête dans telle situation. Parce qu'en plus, tu m'as habitué, dans telle situation, à avoir telle réaction. Donc forcément, inconsciemment, je t'enferme dans ce mode de fonctionnement. Et ça, c'est très compliqué parce que si justement le conjoint, ce jour-là, avait envie de changer, eh bien pas du tout. Alors, il se dit, oh bon, alors là, justement, je pensais sortir la poubelle, bon là, elle peut toujours courir. Donc dans les 6 mois qui viennent, elle se débrouille. Ensuite, il y a la projection sur l'autre de nos idéaux ou de nos fantasmes. L'idéal, j'en ai parlé là hier avec une ou deux parmi vous, l'idéal. Un idéal, c'est merveilleux quand on tend vers l'idéal, comme un cap pour savoir où on va, une direction. Mais il y a des gens qui prennent l'idéal comme un absolu. Et ça, c'est, passez-moi l'expression dans une église, c'est très casse-gueule. De mettre la barre très très haute, de tout contrôler dans tous les sens, ça fait tout partir en cacahuète. Donc ne pas projeter sur notre femme, ah oui mais une femme, madame, ça devrait être, une femme ça devrait faire ci et ça devrait bien faire la cuisine, être disponible quand j'ai envie, etc. Ah mais ça monsieur, c'est votre représentation de la femme. Et vous madame, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi pour vous une femme? Et en fait, sans se rendre compte, on a une représentation, tous dans la tête, de ce que devrait être l'autre. Et mon autre idéal. J'avais cette dame, ce monsieur qui m'avait dit, une mère de famille,
Ah non, c'est elle qui me disait ça. Une mère de famille, ça ne doit pas s'écouter, ça se donne, et le temps qui reste pour le mari, ça vient ensuite. Ça se donne à ses enfants. Je lui dis, oui, madame, il va falloir remettre les choses dans le bon ordre, parce que, effectivement, je comprends que votre mari soit attristé. Ensuite, il y a la recherche du coupable. On en a parlé hier de la recherche du coupable. Alors là, ça c'est de la dynamite. Hein. C'est toujours la faute du voisin. Toujours. C'est trop compliqué de se remettre en question. Je cherche de la cohérence et il y a forcément une raison. J'étais heureux avant, on était heureux au début et maintenant ça ne va plus. C'est forcément sa faute. C'est oublier tous les bons moments et oublier que je suis seule responsable de ma vie, de mes choix. Quelqu'un d'adulte, de mature, c'est quelqu'un qui est responsable de ses choix, qui assume. Et c'est aussi une grâce qu'on soit pilote de notre vie. On ne peut pas accuser l'autre d'être responsable de ce qui nous arrive en soi. Alors, pour répondre à ce que je vous expliquais sur cette fameuse pièce de théâtre qui se rejoue, dans les fonctionnements, ça crée quelque chose d'assez dramatique, c'est que par moment, la personne n'est plus elle-même. En fait, ce qui se rejoue dans la conjugalité, sur ces affects qui ont été vécus dans l'enfance, sur toutes ces émotions qui ont traversé l'enfance, ça crée des conflits de loyauté, en fait, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la famille d'origine, qui n'ont pas été réglés. Et ça crée des répétitions. Bon, je ne vais pas m'apesantir parce que c'est compliqué d'en parler de façon exhaustive. Les répétitions, c'est de manière consciente et inconsciente. Ça, je vous alerte juste là-dessus. Si vous voyez qu'il y a des fonctionnements récurrents qui sont toujours les mêmes, ça vaut le coup d'aller voir quelqu'un comme moi. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. C'est délétère, mortifère, et on peut s'en sortir. C'est ça la bonne nouvelle. C'est un peu mon quotidien, hein, de voir des gens qui disent « mais moi j'en ai marre, j'ai l'impression de faire tout comme ma mère ». Alors, si la maman faisait tout très bien, c'est formidable. Mais généralement, quand les gens viennent me dire ça, c'est qu'ils sont un peu embêtés. J'endosse un rôle qui n'est pas moi, en fait. Et ben, je prends cet exemple d'une dame, là, il y a 2 mois, qui me disait « c'est quand même dingue, j'ai épousé quelqu'un que je n'aimais pas. » Bon, ok. Il y a 30 ans, hein, j'ai épousé quelqu'un que je n'aimais pas parce que j'étais enceinte, comme ma mère. Il est devenu alcoolique, comme mon père. Et je suis devenue tortionnaire avec mes enfants, je veux tout border, etc., comme a été ma mère avec nous. Et je fais quoi maintenant? Voilà. C'était compliqué pour elle. Mais elle s'en sort. Voilà, et je mets du coup une petite lumière, puisque c'est dans l'air du temps qu'on en entend tous beaucoup parler et que ça inquiète les gens aussi, les gens qui ont été abusés. Les statistiques sont telles en France que là, rien qu'avec l'aréopage que j'ai devant moi, potentiellement, il peut y avoir 5-6 personnes. Si j'ai été abusée, ça fait des adultes qui contrôlent tout, parce qu'il n'est plus question de se mettre en situation de subir. Donc ça fait des gens généralement très contrôlants, très épidermiques par moment. Et je ne suis pas moi. Je ne suis pas la personne douce que j'aimerais être, parce que je ne peux plus, parce que j'ai été contrôlée par quelqu'un d'autre. On m'a mis en position de ne pas choisir ma vie. Vous voyez, c'est compliqué. Et donc j'ai très peur, j'agresse. C'est un peu comme un chien. Les chiens dangereux sont souvent des chiens qui ont peur, en fait. Hein. Excusez-moi le parallèle, mais ça m'y fait penser. Bon, j'ai essayé d'accélérer un peu. Les conséquences de tout ça sur le couple, parce que là, je vous ai beaucoup parlé de personnes. Mais un couple, c'est fait de 2 personnes. Les conséquences douloureuses, elles le sont, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on est lié par l'alliance. On est un tout, c'est cette circularité qui a été voulue par le Seigneur dans ce sacrement qui se conforme aussi à la Trinité. Enfin, c'est cette relation d'amour, hein, qu'on vit l'un pour l'autre. Et pour autant, il y a une relation, et souvent, souvent, on se sent seul. Et là, il y a une petite définition que j'ai trouvée un jour qui est plus simple en anglais, sur 2 formes de solitude différentes. Les Anglais disent avec beaucoup de justesse aloneness, pour parler de la solitude
fondamentale, en fait. La solitude qu'on éprouve tous en tant que personne, par moment. On a des moments de prise de conscience un peu vertigineux. On se dit, le jour du jugement dernier, on sera tout seul. Mon mari ne sera pas là pour me tenir la main. Et ça, c'est la solitude fondamentale, mais qui a du bon aussi, qui nous permet de nous retrouver nous-mêmes, qui permet d'assumer notre propre existence. C'est comme un dialogue avec soi-même. Donc ça c'est chouette. Je me souviens d'un marin au long cours qui m'avait dit, moi je profite de moments de repos imposés quand je suis au bout du monde pour me retrouver loin des tracas de la famille et me retrouver avec moi-même pour rentrer plus fort à la maison. Très bien. Mais il y a aussi loneliness, aloneness et loneliness. Et pour les Anglais, ça renvoie à la souffrance de celui qui souffre de se sentir seul. C'est la solitude isolement qui correspond, ça c'est Christophe Fauré qui le dit, mais très bien comme ça, correspond au douloureux ressenti des personnes qui, malgré leur présence physique, s'éloignent peu à peu par manque de communication. Combien de couples où l'un et l'autre se sentent s'éloigner par manque de communication? Donc voilà, donc la première conséquence douloureuse sur le lien, c'est cette solitude ressentie. La deuxième, c'est trouver sa place à la maison, dans la vie. Alors ça va des tâches ménagères à partager, ça c'est tout un sujet, mais surtout ce besoin existentiel de reconnaissance. J'ai besoin de voir dans ton regard que tu m'aimes. J'ai besoin parce que je suis venue au monde et pour les gens qui ont une bonne sécurité intérieure, ils ont reçu le regard de leur maman aimant qui les a construits pour toute la vie et ils recherchent ça dans le regard de leur conjoint. Et ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir un regard aimant pour les accueillir à la naissance en souffrent longtemps et recherchent encore plus, et ça crée des situations un petit peu de dépendance. Mais trouver sa place dans la vie, dans le mariage, c'est une question qui crée du coup des dysfonctionnements parfois, dans le trop peu ou pas assez. Quelqu'un qui me disait « j'ai besoin de me sentir exister dans ses yeux à elle, les autres je m'en fiche ». Mais elle ne voit même pas si je me suis coupé les cheveux. L'exemple est bête mais parlant, voyez. Et c'est idiot mais ça me rend malade, me disait ce monsieur. Ensuite, c'est souffrir de son identité niée, une troisième conséquence que je vois. C'est ce que je vous disais un petit peu au départ. Je reproche à l'autre ce qui m'attirait au départ. Au bout de 20 ans, je lui reproche ce qu'il était. Mais il faut bien se dire qu'on peut ne pas être d'accord, on peut avoir besoin de dire, si je reprends mon exemple de cette fille volubile et son mari qui lui reproche au bout de 15 ans, on peut avoir un dialogue et parler de ce qui nous met en désaccord sans que ça mette en question, en jeu, le désamour. Je vais accélérer, je crois. Bon, alors du coup, je ne m'appesantis pas, mais retenez juste ça, le désaccord n'est pas le désamour. Enfin, dans les conséquences, il y a souffrir de voir souffrir l'autre. Je pense à ceux qui ont des conjoints malades, évidemment. La souffrance, c'est pas savoir comment soulager l'autre, comment le rejoindre, sans me laisser emmener dans sa douleur pour que je puisse rester fort et le soutenir. Avec les gens dépressifs, notamment, c'est très compliqué, ça. Mais c'est aussi souffrir, de faire souffrir l'autre. Quand on a conscience qu'on a un caractère très difficile, eh bien c'est douloureux aussi pour la personne qui a le mauvais rôle, de se dire, en fait, quand ça foire à la maison, c'est toujours ma faute. C'est moi qui crée de la tension à la maison. J'ai un monsieur, là, il y a quelques semaines, qui m'a dit « Je vois bien que quand je suis à la maison, tout le monde rase les murs. » Je les soupçonne même de faire des choses dans mon dos et de ne plus me parler de la vie quotidienne. Ma femme parle avec mes filles et je ne suis plus au courant de rien. Il en souffrait infiniment. Il avait les larmes aux yeux en me disant ça. Et pourtant, je comprends, le connaissant, pourquoi ça en était arrivé là. Il devait être insupportable à la maison. Mais bon, au moins il a pu prendre conscience. Alors, je finis avec ceux qui aident. Ce sera plus rapide, j'espère. Ceux qui aident, donc comment puis-je aider ces gens qui viennent avec ces dysfonctionnements qu'on rencontre tous? En fait, je peux être une personne neutre, tout bêtement, bienveillante, je m'y efforce, sans jugement, ça tombe sous le sens, dans mon genre de métier. Et puis, il y a aussi ce cadre qui est confidentiel, et ça, c'est si important.
dans nos petits microcosmes catho en plus. J'ai pas que des gens chrétiens qui viennent me voir, mais possiblement je peux tomber sur quelqu'un que j'ai suivi en accompagnement dans un mariage l'été suivant. Mais évidemment, à aucun moment personne ne pourra deviner qui sont venus me voir. Mais en tout cas, ce cadre contenant et bienveillant permet qu'on peut enfin se dire, pleurer, mettre des mots, se mettre en colère, c'est pas grave. Moi, j'ai des gens qui se sont mis en colère très fort devant moi, mais c'est à moi de les contenir. Mais au moins, ils savent que là, c'est sans danger. Ils peuvent dire à leur moitié ce qu'ils ont sur le cœur, ça ne va pas partir complètement. Ils vont laisser les choses dans mon bureau, on va fermer la porte et on rouvrira, s'ils veulent, la parenthèse le coup d'après. Mais au moins, ça les soulage, ils ne ramènent pas ça à la maison. Je les aide, tant que faire se peut, à prendre de la hauteur sur ce qu'ils sont en train de vivre. Ça, vous avez tous fait l'expérience que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit rien. Donc moi, je m'efforce de faire la chouette avec eux et d'être au-dessus et de réfléchir et de les faire réfléchir. À aucun moment, c'est pour ça que je disais conseil conjugal est un mauvais terme, je ne leur donne pas de conseils, je les aide à réfléchir pour qu'ils trouvent leur propre solution. Si moi, je leur donnais mes solutions pour eux, sur le moment, ils se diraient, dans le meilleur des cas, « Ah, c'est pas bête, ça me parle », mais 10 minutes après, ils auraient oublié et ça ne fonctionnerait pas. L'aide, elle intervient évidemment avec une donnée psychologique d'accueil des émotions et des besoins. Ça, on en parle tout le temps, mais les émotions qui sont si prégnantes, puisqu'on ne les maîtrise pas, on n'a pas à ressentir de la culpabilité d'être en colère, d'être triste, d'être honteux. On n'y peut rien, ce n'est pas un péché. Ça nous traverse, c'est une fulgurance comme un courant électrique. Là où notre responsabilité intervient, c'est dans qu'est-ce qu'on va en faire. Et du coup, l'intérêt de se pencher sur ces émotions et de mettre des mots dessus, c'est pour pouvoir voir, derrière une émotion désagréable, quel est le besoin insatisfait que je vais pouvoir combler pour ne plus ressentir cette émotion désagréable. Et donc voilà, moi je les aide à trouver ces besoins. Qu'est-ce qui me freine dans la vie, etc. Ensuite, souvent, les gens ont besoin qu'on les aide à faire un peu le tri. Quand il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, de mettre qu'est-ce qui est le plus important pour moi. J'essaie d'aller vite, je pointe évidemment les quiproquos, etc. dans ce qui m'apporte. Et surtout, je crois que ce qui fait du bien, c'est qu'ils comprennent que la situation n'est pas bloquée. Quand ils viennent, je vous disais, c'est qu'ils pensent que tout est foutu. J'ai un couple qui était arrivé l'année dernière, ils ne se regardaient pas, ils ne se touchaient plus. Et lui, il l'avait trompée, elle était enceinte du 3e, il l'avait trompée, je vous passe les détails, c'est une histoire épouvantable. Mais en tout cas, ils ont compris à la fin de la première heure que ça n'était pas bloqué. Et ça a permis un travail derrière. Donc aussi revenir au réel, les sortir de l'imaginaire, nourrir le lien, montrer ce qu'il y a de vivant. Hein. On a beaucoup parlé de choses mortifères aussi ce matin. Et le père Jacob disait il faut accompagner la vie jusqu'au bout. Mais moi, du coup, dans la souffrance, je suis amenée à accompagner cette vie-là. Qu'est-ce qui est vivant en vous? Vous me parlez de tout ce qui va mal. N'empêche que vous êtes là aujourd'hui. Vous donnez à voir le sacrement. Dans ce que vous faites en venant me voir, je vois que, je ne peux pas leur dire, moi je le pense, mais je le dis que si les gens m'apportent leur dimension catholique, mais je vois Jésus entre deux, évidemment, qui s'est engagé avec eux, qui leur a tenu la main pour venir. Mais si on ne remet pas du bois constamment sur l'amour, qui est un foyer, le feu meurt. Donc il faut nourrir ce lien. Donc ils viennent chercher des clés pour améliorer la communication, etc. Pour accepter les deuils à faire, comme disait ce matin le père Jacob. Alors sur des dimensions un peu psychologiques parfois. J'accepte l'idée que tu ne seras jamais le mari idéal que j'aurais voulu avoir. À 18 ans, quand je t'ai épousée, je pensais que tu serais un héros toute ta vie. Et puis je m'aperçois que tu vieillis, que tu es bedonnant, mais je t'aime quand même. Voilà. Arriver à le verbaliser. Arriver à oser se l'avouer à soi-même et à le dire. Et puis, je finirai avec ça, proposer des chemins de pardon. Le pardon, c'est quand même une dimension, j'ai envie de dire, qui nous appartient, nous les chrétiens, mais en fait qui est très large. Et les psychologues, depuis 2-3 ans, s'en saisissent de façon très affirmée. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors je pense qu'il leur manque une petite dimension supplémentaire qui est la grâce, mais en tout cas, c'est certain qu'on peut proposer le pardon en psychologie aussi,
dans une volonté de restaurer, de faire du neuf, et en leur montrant à quel point c'est le lieu de la gratuité. Et quand il y a beaucoup eu de lutte de pouvoir dans un couple, j'en fais plus que toi, c'est toujours moi qui reviens vers toi, c'est toujours moi qui demande pardon, etc. Quand on est toujours à se comparer et qu'il y a une lutte de pouvoir et qu'on a réussi à la dépasser, quelle merveille de pouvoir couronner ça d'un pardon qui est la gratuité même. Ce qui se donne par don, par trait d'union don, le don ultime, hein, sans attendre de retour. Et là, on sort de la lutte de pouvoir. Donc voilà, donc en conclusion, voilà, c'est un petit témoignage de ce que je vis au quotidien. Je voudrais vous dire que ces couples que je vois défiler, je me rends très bien compte qu'à partir du moment où ils ont le désir de regarder un même horizon, quel que soit leur état de vie, et j'insiste, parce que je crois que là je peux vous dire que j'ai quand même eu beaucoup de cas compliqués, ça s'est trouvé comme ça, quel que soit leur état de vie, ils peuvent en faire quelque chose. Ils peuvent avancer. S'ils ont le désir tous les deux de collaborer, pour ceux qui sont chrétiens, de remettre le Seigneur auprès d'eux dans leur relation, de se souvenir qu'il est engagé avec eux. Évidemment, c'est une aide supplémentaire. Mais voilà, il y a vraiment... Honnêtement, je ne me souviens que d'une situation où je suis sûre qu'ils se sont séparés. Mais parce que monsieur, ça faisait bien longtemps qu'il ramait dans l'autre sens et qu'il n'était pas là. Est-ce qu'il n'avait jamais été engagé? Je ne suis même pas sûre. Je crois que de toutes les situations, il y a eu quelque chose de positif qui a été tiré. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de sauver tous les couples, hein, attention. Hein. Certainement pas, surtout que ce n'est pas moi qui les sauve, et c'est eux qui se sauvent tout seuls, que les choses soient bien claires. Mais en l'occurrence, je veux vous dire quand même qu'il y a beaucoup de positifs. Ce n'est pas toujours optimal, mais voilà, pour des gens de bonne volonté. Et c'est là qu'on voit, comme dans l'évangile de ce matin, que Jésus ne vient pas abolir, mais accomplir. Et encore une fois, c'est un grand privilège pour moi qui me pousse à l'émerveillement de voir dans mon bureau Jésus qui intervient, parce que c'est évidemment pas moi, et ça me donne tout à fait l'impression d'être un instrument dans ces cas-là. Moi, j'essaie de mettre de la joie, parce que c'est un petit talent, je pense que j'ai. J'ai une Notre-Dame de la joie qui est posée dans un petit coin, personne ne le sait, de mon bureau, sur laquelle je me repose beaucoup. Mais donc voilà, j'essaie de mettre de la légèreté dans ce qu'ils vivent pour les aider à avancer et à réfléchir. Et puis quelques outils, évidemment, au passage. Mais voilà, en tout cas, de l'émerveillement. Et donc là, ça nous amène à une proposition de Yann Dominique de renouveler vos sacrements de mariage. Et de pouvoir toucher du doigt comme Jésus s'est engagé il y a X années avec nous à nos côtés. Amen.